Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Sur ce dossier-là, je pense que tout a été dit, tout a été fait, en tout cas de notre côté. Et aujourd'hui, on est à l'écoute de la justice. Nous pensons que la justice va finalement éclairer la lanterne aux Sénégalais et va dire le droit sur ce dossier-là. Et nous sommes, comme toujours, très confiants. Et au contraire, nous sommes même en train d'exhorter la justice à aller jusqu'au bout sur ce dossier-là, parce que nous savons pertinemment que les Sénégalais doivent savoir où est-ce que leurs deniers publics ont été nichés. Parce que nous sommes très sûrs, nous sommes très confidents par rapport à notre leader et nous savons que la vérité est avec nous. Juste une question pour vous taquiner, quel est votre secret? Parce que l'avocat de Mamour Diallo, El Hadji Diouf, ne cessait de vous attaquer. Mais depuis son fameux clash avec l'un de vos camarades, Bassirou Diomaye, on n'entend plus. Quelle est cette stratégie que vous avez utilisée avec Maître El Hadji Diouf pour le neutraliser, entre guillemets? J'aurais envie de dire en Wolof le doul de Goudiyag. C'est juste parce que nous savons que ce monsieur-là, il faisait le tour des médias pour essayer de brouiller les Sénégalais, mais en réalité, il n'a même pas été commis comme un avocat sérieux. Et sur ce dossier-là, il fallait l'écarter et aller vers l'essentiel, ce qui a été fait. Et je pense même qu'il s'est écarté tout seul parce que à un temps record, il a eu des dossiers lui-même qu'il doit avoir à plaider, qui le concernent directement. Et je pense que c'est de l'histoire ancienne pour nous. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tout a été fait sur ce dossier-là pour que les choses soient claires, pour que les Sénégalais rentrent en fait dans leur fond. C'est de l'histoire ancienne. L'histoire récente, c'est cette hausse du prix de l'électricité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer d'abord par vous... par montrer en tout cas toute ma compassion par rapport aux journalistes. On a vu ce qu'ils ont subi hier. Maté, moi, en tout cas, c'est une grande première pour moi depuis que je suis l'actualité politique au Sénégal. Des journalistes matés parce qu'ils sont juste venus couvrir la marche pacifique, qui n'ont pas voulu rendre pacifique en suivant les conseils, je dis honteux, d'un ancien Premier ministre, c'est-à-dire mater, c'est ce qui marchait, et mater même les journalistes. Et on a même vu des vieux et des vieilles qui ont été gazés. Alors, concernant la hausse de l'électricité, comme vous pouvez le constater, hein, c'est le ministre, ancien directeur de la Sénélec, qui avait promis aux Sénégalais une baisse de l'électricité, voire même une exportation du surplus. Une baisse qui avait eu lieu de 10%. Il avait dit que l'électricité sera baissée à partir de 2020 parce que la Sénélec se porte très bien, parce que nous allons même exporter de l'électricité vers d'autres pays comme le Mali et autres. Mais aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que comme d'habitude, on a un régime qui passe son temps à maquiller les chiffres, que ce soit sur le plan de la trésorerie, le ministère des Finances, mais aussi la Sénélec. Vous êtes journaliste, moi je suis politique, mais en tout cas moi j'ignorais qu'il y avait un navire ou bien un bateau qui nous fournissait de l'électricité depuis 5 ans au large de nos côtes. Ce qui signifie qu'on n'en a pas en quantité suffisante. Mais c'est le plan Takal qu'ils ont, je ne sais pas, rebaptisé comment, parce que quand ils sont venus, ils ont fustigé le plan Takal de Karim Wade. Qui, selon le PDS, leur a permis de tenir jusqu'ici. Mais au moins, lui, il avait cette honnêteté de communiquer aux Sénégalais, de lancer le plan Takal. Eux, ils l'ont fait en catimini et montrer que oui, on a un directeur, tout ce qu'il touche, ça devient de l'or, et que la Sénélec se porte très bien, il n'y a plus de délestage. Pendant ce temps, les Sénégalais sont en train de payer, d'enrichir voilà, une société turque qui est là à nous fournir de l'électricité. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Sénélec, ce qu'elle produise en tant que Sénélec, c'est dans les environs de 35%. Tout le reste, elle l'achète des autres fournisseurs. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont été rattrapés par la vérité quand le président Ousmane Sonko les a dit que actuellement les caisses sont au rouge, vous avez un trou, vous avez un gap budgétaire, vous allez peiner à gérer ce pays-là. Ils sont tous sortis, comme d'habitude, crier, oui, ils racontent des histoires, etc. Mais aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison.
s'ils sont en train de mobiliser toute l'administration fiscale pour aller chercher des fonds, pour augmenter des prix par-ci et par-là, le carburant d'abord, le ciment, l'électricité et peut-être d'autres denrées qui vont venir, c'est parce qu'actuellement, ils ont des problèmes de trésorerie, ce qu'ils ne veulent pas accepter. Mais la hausse de la Senelec, du prix de l'électricité, rentre dans ce cadre-là. Mais aussi, il faut dire que ça cache des choses. Parce qu'on a vu récemment quand même qu'ils ont reçu un directeur d'une firme internationale qui évolue dans ce domaine-là. Est-ce qu'ils ont augmenté dans le but de privatiser et que le nouveau partenaire vienne dire « Ok, nous allons baisser encore », ça peut être une stratégie, ou bien ils ont augmenté tout simplement parce que la Senelec ne tient plus debout. El Malick, l'une des raisons avancées pour justifier cette augmentation, c'est la volonté de fournir de l'électricité à tout le monde, au monde rural plus particulièrement. Aujourd'hui, n'est-ce pas un peu égoïste de votre part, de ma part, de ne pas vouloir payer plus pour que les autres puissent disposer de l'électricité? Pourquoi payer plus? Les habitants de la zone rurale, comme les habitants de Dakar, vivent tous les mêmes difficultés en réalité. Nous sommes à Dakar pour le travail, mais nous n'habitons pas à Dakar, par exemple. Nous payons le loyer, nous payons l'électricité, nous payons l'eau, etc. Nous peinons à joindre les deux bouts. S'il faut chercher assez de ressources pour redynamiser la Senelec, il faut aller vers les institutions budgétivores. Rien que la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le HCCT, le CSE, pratiquement capitalise plus de 136 milliards. Pourtant, il est déjà dans la rationalisation des dépenses. Quelle rationalisation? Avec les lignes téléphoniques qui ont été... Vous avez suivi le marathon budgétaire? Toutes ces institutions-là ont vu leur budget augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où ils demandent les populations de serrer la ceinture, eux, ils sont en train je peux dire, de s'épanouir. Ils sont en train de continuer à vivre sur le dos des Sénégalais avec des budgets extraordinaires. Vous parlez comme si l'argent allait dans leur poche alors que les budgets des ministères, c'est pour servir le peuple. Qu'est-ce qu'ils font avec les caisses noires? Vous pouvez me le dire? 8 milliards pour la présidence. Combien pour le président de l'Assemblée nationale? Combien de milliards pour le président du HCCT? Combien de milliards pour CSE? Sans compter maintenant les ministères de souveraineté aussi, etc. Entre parenthèses, vous feriez quoi de ces caisses noires? Mais nous avons été très clairs. Nous avons été de manière très tranchée. Nous avons dit que ces caisses noires-là, il faut tout bonnement les éliminer. S'il faut mettre en place une caisse, ça doit être des fonds secrets qui sont destinés peut-être aux aspects sécuritaires, etc. Et même ces fonds-là doivent subir un contrôle avec un comité composé des membres de l'Assemblée nationale, des membres de l'exécutif et des membres du pouvoir judiciaire. Fonds secrets et caisses noires, est-ce qu'il y a une grande différence? Il y a une différence, parce qu'il y a ce qu'on appelle, c'est les fonds spéciaux, même je dirais, pas fonds secrets, mais les fonds spéciaux. Par exemple, pour des raisons de sécurité ou d'espionnage ou lutte contre le terrorisme, il y a des fonds qu'on ne peut pas peut-être déclarer à tout haut pour dire que voici ce qu'on a réservé à temps, etc. Mais ça ne doit pas être aussi géré en catimini. Il doit y avoir un comité qui regroupe les différentes composantes, en tout cas des institutions phares de la République, pour assurer le contrôle, pour assurer que ces fonds spéciaux-là sont dépensés là où il faut, et non et que ça ne se retrouve pas dans les poches peut-être à des fins politiques, etc. El Malick, revenons sur cette hausse du prix de l'électricité. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez prévenu le régime et même le peuple, parce qu'en cas de réélection de Macky Sall, les prix allaient grimper, ce qu'on voit aujourd'hui. Dernièrement, sur ce même plateau, un responsable de Réumi a dit rire quand il voit ce qu'il y a aujourd'hui et qu'il en voulait, entre guillemets, au peuple d'avoir réélu Macky Sall, ce peuple qui doit aujourd'hui assumer toute la conséquence de son acte. Êtes-vous de son avis? Vous savez, peut-être tous les leaders de l'opposition ou bien les membres des partis de l'opposition peuvent être tentés de dire bah, c'est bien fait pour les Sénégalais. Non, je ne dirais pas ça. Parce qu'il faut dire que aussi ces élections-là, c'est dire que les élections se sont passées
dans les règles de l'art, alors que ce n'est pas le cas. N'ont pas eu le choix de choisir. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Les élections ont été biaisées sur toute la ligne, donc on ne peut pas reprocher à 100% aux Sénégalais. C'est un peuple qui est victime et c'est un peuple qu'il faut assister jusqu'au bout pour, en tout cas, le départir de ces goulots d'étranglement-là, de ce régime mafieux, de ce régime qui est en train, en tout cas, de le faire vivre, je dirais même l'enfer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité dans ce pays. Tout est cher dans ce pays, électricité, carburant, tout. Et pendant ce temps, chaque jour, on entend scandale sur scandale à hauteur de milliards. Quand vous dites qu'il n'y a pas de sécurité dans ce pays, vous faites allusion à quoi? Le Sénégal est un pays sûr pourtant, comparé à la sous-région. Mais chaque jour, vous entendez ce qui se passe. À 12h, 14h, les gens braquent des boutiques. Les gens sont agressés de partout. Quelle est la responsabilité vous sortez de Dakar, vous allez à l'intérieur du pays, mais à partir de 19h, c'est noir. Etc., etc. Donc aujourd'hui, sans compter maintenant les menaces terroristes dont on parle et tout, moi je pense que actuellement, ce qu'il faut revoir, il n'y a même rien à revoir avec ce régime-là. Il faut tout faire pour limiter les dégâts. Ensuite, en quoi faisant? Les bouter hors d'état de nuire. C'est-à-dire, nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est les exhorter. C'est les exhorter à jouer la transparence. Et aujourd'hui, peut-être ça va limiter les dégâts. Parce qu'ils savent qu'ils sont très bien contrôlés. Ils savent que nous ne laissons rien passer. Et je pense que c'est ce qui nous amène à une situation de défaut national. Comment limiter les dégâts si vous, parti Pastef et votre leader, ne cessez de menacer, de poursuivre en justice ce régime? Donc, logiquement, en mode défense, ils vont tout faire pour rester au pouvoir. Mais limiter les dégâts, c'est les pousser jusqu'à leur dernier retranchement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui est dos au mur, il est dangereux. Ils sont en train ils s'entretuent maintenant. Si vous voyez bien, c'est des pontes de ce régime-là qui s'accusent. Vous avez pris tant de milliards. Oui, l'arachide, on a donné au mari tant de tonnes d'arachide, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui le justifie selon vous? Mais qu'est-ce qui le justifie? C'est la fin. Rappelez-vous de 2011-2012, c'était pareil. C'est la fin, c'est le déclin. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut maintenant, c'est que le président Macky Sall doit peut-être répondre à l'appel du président Ousmane Sonko. Il lui avait dit, pour ce qui vous reste, essayez de sortir par la grande porte. Est-ce encore possible, avec tout ce que vous lui reprochez? Mais oui, c'est possible. S'il décide de revoir, d'éliminer par exemple les institutions budgétaires, de revoir son gouvernement, de faire un meilleur casting, de diminuer le nombre de postes ministériels, de freiner cette gabegie-là, mais surtout et surtout de faire tout pour mettre en place un processus électoral équitable, transparent, organiser des élections transparentes et que le meilleur gagne. N'êtes-vous pas en train de vous ramollir, El Malick Ndiaye? Le discours de Pastef était différent de celui que vous teniez là à présent à côté de moi. Pas donner des conseils à Macky Sall pour qu'il réussisse son mandat, pour qu'il sorte par la grande porte. Mais on l'a toujours fait. Solution, on l'a mis sur la table. Ils sont en train d'en puiser d'ailleurs. Voilà, on va y venir. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, si on les laisse continuer à mettre ce pays au gouffre, au fond du gouffre, demain on prend le pouvoir, ça va être très difficile. De redresser un pays. Ça va être très difficile. On ne peut pas être, comme disait Mme Abdou, ci gaal gi ba pare di xool li daaneel gaal gi. Ce qui fait que nous, on a toujours été dans la déconstruction, certes, mais avec une force de proposition. On dirait que Pastef a gagné en maturité. Mais c'est normal. Nous allons fêter nos 6 ans très bientôt, dans quelques semaines. Mais aussi, nous avons eu l'expérience de participer à des élections législatives et à des élections présidentielles. Et vous êtes en train de mieux comprendre ce qui se passe au sommet de l'État. Non, ce n'est pas une question. Nous avons toujours compris ce qui se passe. Nous avons toujours dit que notre communication et notre façon de faire la politique est phasée. À un moment donné, il fallait créer l'électrochoc. Il fallait déconstruire. Il fallait réveiller les Sénégalais. Leur montrer comment leur pays est géré. Leur montrer le niveau de gabegie, le niveau de détournement de deniers publics, la mauvaise gestion de façon générale. Et après cela, que les Sénégalais sont
bien réveillés, il faut maintenant venir avec une force de proposition. Ce qui a été fait à travers le livre Solutions, mais surtout à travers le programme Jotna. Vous allez émettre votre droit sur ce point dans votre programme Jotna que vous venez d'illustrer. Là, vous parliez de restructurer la Senelec qui deviendra une holding dotée d'une filiale centrée sur la production, le transport et la distribution. Ça, c'était début 2019. Le 13 novembre dernier, une note de la Senelec que nous faisait savoir que le conseil d'administration autorisait la Senelec à créer la holding et ses filiales. Pouvez-vous nous expliquer cette coïncidence? Qui a puisé dans le travail de qui? C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce que nous avions inscrit noir sur blanc sur notre programme Jotna soit appliqué à la lettre. Il ne faut pas subdiviser la Senelec pour ensuite tout privatiser. Nous avions dit qu'il faut, pour une meilleure gestion, une gestion beaucoup plus rationnelle, et créer la compétitivité, la concurrence au sein même du holding, il faut transformer la Senelec en holding, la partie logistique, transport à part, la partie production à part, la partie vente, gestion des clients à part. Ce qui fait qu'avec des objectifs, des KPIs qui vont aller tous dans le sens, qui vont aller vers l'excellence, qui vont converger vers l'excellence. Et ça, mais on avait aussi dit comment y arriver. On n'a jamais parlé de privatisation en faisant ça parce que nous considérons que nous avons assez de... La Senelec a fonctionné jusqu'ici avec les ressources humaines du Sénégal, avec les ressources financières du Sénégal. Donc, nous pouvons le faire. Nous avons tout pour le gérer nous-mêmes, pas de privatisation. Ça, d'abord, il faut que ça soit très clair. Maintenant, ce n'est pas seulement ce point-là qu'on peut dire qu'ils ont puisé de Jotna. Vous avez entendu le président Macky Sall parler de la banque de la diaspora. C'est dans le programme Jotna. Et ça, tout ce dont nous sommes en train de parler ne figurait pas sur le programme Liguel Elek. Donc, c'est de bonne guerre qu'il adopte le programme Jotna et qu'il le transforme en action, c'est tant mieux. Ça va juste, ça va juste peut-être profiter, non seulement profiter aux Sénégalais, mais peut-être limiter encore une fois les dégâts. De sorte que quand nous serons au pouvoir vous allez en 2024, le travail. En 2024, en tout cas, il y aura déjà les dégâts, mais on n'aura peut-être, on n'aura pas à revoir grand-chose. Vous aurez à réparer, mais pas à reconstruire. C'est ça. El Malick, à chaque lendemain d'élection, nous constatons que les partis des perdants se vident de leurs militants et de leurs responsables. Mais au niveau de PASTEF, on n'entend jamais un responsable qui a quitté pour rejoindre la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qui justifie cela? Il faut voir qu'est-ce qui lie les partis, les leaders à leurs militants. Et vous allez comprendre. Nous, c'est le militant qui fait PASTEF et non le leader. Aujourd'hui, PASTEF, c'est un nouveau type de militant. C'est-à-dire c'est le don de soi pour la patrie. Les militants sont même beaucoup plus exigeants que l'instance dirigeante de PASTEF, mais aussi les principes et valeurs qui nous réunissent. Ce qui fait que non seulement nous avons maintenu nos militants, nous les avons même fructifiés aujourd'hui, mais nous avons même pu maintenir notre coalition intacte. Je viens d'une réunion de préparation de l'Assemblée générale de la coalition Jotna, qui est composée des membres de la coalition Sonko président. Ça veut dire qu'il y a un idéal qui nous réunit, c'est l'alternative patriotique, c'est les valeurs, les principes, mais surtout la vision que nous avons pour le Sénégal qui nous réunissent avec les militants, mais ce n'est pas un parti de X ou de Y, ou bien l'argent qu'on distribue à flot, etc. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national à la communication de PASTEF. PASTEF est un parti très présent sur les réseaux sociaux, mais ces derniers jours, on a remarqué que la mouvance présidentielle, vous disputez ce canal pour communiquer avec leur fameux groupe d'information républicain, qui était d'abord groupe d'information gouvernemental. Aujourd'hui, on voit qu'ils prennent du terrain aussi. Ah bon, moi je dirais le contraire. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les rats, ce sont terrés.
Moi, je ne vois plus quelqu'un Ils ont changé de défendre stratégie. Ils ont changé de stratégie. Bon, je les cite. Ils disent qu'ils veulent donner la bonne information. Parce qu'il y a des partis, comme le vôtre, ils disent, spécialisés dans la désintox. Qu'est-ce qui fait la bonne information? La bonne action. Et il n'y en a pas. C'est-à-dire, on ne peut pas donner une bonne information sur une mauvaise action, sur une mauvaise gestion, sur des scandales. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, même les rats ne sentent plus le besoin de défendre ce régime-là, ce régime moribond, je dirais. Nous, quelle que soit la stratégie qu'ils vont déployer, ce n'est pas seulement le GIR. Rappelez-vous, le président Macky Sall avait dit, oui, allez me défendre sur les réseaux sociaux. Quelle que soit la stratégie qu'ils vont déployer, ils vont venir sur les réseaux sociaux, ils vont y trouver des Sénégalais qui sont là, qui se réclament de Pastef ou pas, mais qui sont prêts à faire face, mais non seulement qui sont prêts à faire face, mais qui sont prêts à prendre le lead sur les réseaux sociaux et à les imposer la vérité et à les pousser jusqu'à leur dernier retranchement. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'ils ont fui, qu'ils ont décampé. On en connaissait certains qui étaient tout le temps là, jour et nuit, pour essayer d'apporter la République. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est peut-être même certains communicants professionnels qui essaient de travailler à leur guise, je dirais. Vous avez tout à l'heure condamné ce qui s'est passé hier avec les journalistes qui ont été violentés, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé de la manifestation d'hier. Dites-nous d'abord, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces arrestations de leaders et d'activistes qui sont en ce moment en prison? Le recul, c'est-à-dire aujourd'hui, Macky Sall nous a renvoyé à peut-être 50 ans de cela, au temps de la clandestinité, parce que nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour la démocratie. Il y a eu 13 voire 14 morts en 2011, 2012 pour la démocratie. Pour dire non, pour dire Nyolank. Aujourd'hui, Macky Sall qui était avec nous, quand je vois tous ces gens-là qui le défendent, qui étaient avec nous, les Abdoumbaou et autres, qui étaient avec nous en 2011, 2012, à la place de l'Obélisque, à la place de l'indépendance, pour dire non. Et aujourd'hui, ils sont en train d'avaler sans gêne le vomissure. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais ils sont avec le même leader, ils n'ont pas changé de camp. Ils n'ont pas changé de camp, mais ils ont changé de discours. Ils ont changé de principe. Ils ont changé de valeur. Ce qu'ils recusaient hier, ils l'adoptent aujourd'hui, ils l'acceptent aujourd'hui, ils l'adoptent aujourd'hui. Et ce qu'ils adoptent aujourd'hui, c'est ce qu'ils décriaient hier. Aujourd'hui, moi, je pense que ça montre juste, ça caractérise le système dont nous parlons. Ça caractérise le système. Le discours et les convictions dépendent du camp ou du bord où on se situe. Et ça, malheureusement, c'est honteux. En 2019, je dirais même 2020, qu'on mate des manifestations qui disent, des manifestants qui n'ont fait que réclamer leur droit, n'augmenter pas le prix de l'électricité, libérer non. Mais vous savez, n'est-ce pas, c'est Macky Sall himself qui écrivait les Nations Unies pour fustiger le fait qu'on interdise des rassemblements au niveau de la place de l'indépendance. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Vous n'agirez jamais comme ça, vous passez. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Non. Non. C'est-à-dire que pour nous, la politique, c'est d'abord une vision claire, mais des principes et valeurs forts. Et ça doit guider notre action, quel que soit du bord où l'on se situe. Ça ne doit pas dépendre, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'opposition, qu'on décrit des choses, demain on est au pouvoir, on va dire le contraire de ce qu'on défendait hier. Nous pensons que ça rentre pas en tout cas dans le cadre d'une nouvelle façon de faire de la politique, et nous sommes là pour ça. El Malick Ndiaye, Dr Babacar Diop et certains de ses camarades ont obtenu la liberté provisoire, mais Guy Marius Sagna reste en prison. Les faits qu'on lui reproche sont-ils plus graves ou est-ce qu'ils dérangent le plus? Moi, je pense que c'est une tentative de division, mais aussi ils veulent casser la dynamique de Nyolank parce qu'ils ont été arrêtés pour la même chose, pour la même cause. Sauf qu'on a vu Guy Marius Sagna s'accrocher au gris du palais. C'est les 8. Donc pourquoi les 2 autres? Et il faut aller voir, est-ce que ces deux autres-là militent dans des partis et dans quel parti? Et pourquoi ils les ont retenus?
C'est ce qu'il faut chercher. Pourquoi ils ont retenu ces trois-là? Pourquoi? Les deux autres n'ont pas touché aux grilles du palais, à ce que je sache. Pourquoi donc? Pourquoi ils ont libéré ces 5 et gardé ces trois-là? Ces trois-là sont dans quelle coalition? Ou bien dans quel parti politique? Ça, il faut chercher. El Malick, je vous laisse dire votre dernier mot, c'est la fin de cette émission, déjà. Oui, merci beaucoup en tout cas. Vous nous avez permis de revenir un peu de faire le round-up de l'actualité, comme le nom de l'émission. Et nous pensons que les Sénégalais vont davantage être beaucoup plus exigeants et de savoir que quand les gens appellent à des rassemblements pour dire non, ce n'est pas pour eux-mêmes. Ils le font pour tous les Sénégalais. Parce que l'augmentation du prix de l'électricité, par exemple, mais c'est pas El Malick, c'est pas Mamadou Awa. Vous avez vu Oustaz Alioune Sall, par exemple, brandir sa facture. Ça touche tout le monde. Woyofal ou compteur post-payment, tout ça touche tout le monde. Il faut que les Sénégalais savent